Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léora Freeman, je suis interne en neurologie à la Pitié-Salpêtrière. Je vais vous proposer aujourd'hui une conférence donc, de neurologie avec 4 grands cas cliniques, un petit peu NC, et on va commencer directement par le dossier numéro 1. Donc le dossier numéro 1, Mila, 31 ans, vous consulte pour des céphalées unilatérales violentes, pulsatiles, latéralisées le plus souvent à droite. Ces douleurs sont très intenses et se terminent en quelques heures par des vomissements. Ces crises surviennent volontiers lors d'émotions fortes ou le week-end, 3 fois par mois depuis plusieurs mois. Elle est traite alors par du paracétamol sans succès. Ces céphalées sont très invalidantes, l'obligeant à se coucher dans l'obscurité et le silence complet. Quel diagnostic évoquez-vous? Sur quels arguments? Réalisez-vous un scanner cérébral? Justifiez votre réponse. Troisième question, quelle est votre stratégie thérapeutique? Quatrième question, vous proposez à Mila un traitement par triptan, quelles en sont les contre-indications et que lui expliquez-vous? Grâce à votre prise en charge, Mila est considérablement soulagée et vous la perdez de vue. 4 ans plus tard, elle se présente à votre consultation. Elle vous explique alors que ses migraines ont repris intensément depuis maintenant 2 semaines, de façon quasi continue et strictement localisée à gauche. Sûre de votre compétence, elle souhaiterait fortement que vous lui represcriviez le traitement miracle. 5e question, acceptez-vous à sa demande? Justifiée. Interprétez l'iconographie, quelles sont vos hypothèses? Vous réalisez une biopsie stéréotaxique de la lésion. L'examen anatomopathologique est en faveur d'un glioblastome. Comment annoncez-vous le diagnostic à Mila? Elle revient vous consulter 2 mois plus tard car elle présente des épisodes de fourmillement, débutant au niveau des doigts, puis s'étendant progressivement jusqu'à l'épaule et la bouche. Ces phénomènes s'installent brutalement, durent moins de 1 heure et sont spontanément régressifs. L'IRM cérébral que vous réalisez en urgence ne montre pas de signe de récidive tumorale. Quel est votre diagnostic syndromique? 1 année s'écoule jusqu'à ce jour de janvier où elle se présente aux urgences. Elle se plaint de céphalées importantes, apparaissant surtout en fin de nuit avec des vomissements en jet. Elle est confuse lorsque vous l'examinez. Quel est votre diagnostic, le plus probable devant ce tableau, et quel examen demandez-vous en urgence? Et dernière question, quelle est votre prise en charge? On reprend avec la première partie du dossier où Mila présentait ses céphalées unilatérales pulsatiles, devant lesquelles il fallait évoquer le diagnostic de migraine en prenant bien le soin de compléter ce diagnostic en précisant que ces migraines étaient sans aura et qu'elles étaient typiques cliniquement. Pourquoi il s'agit de migraines sans aura typiques? Parce qu'elles répondent aux critères internationaux, dits critères IHS, des migraines sans aura. Elle répond aux critères IHS car elle a présenté au moins 5 crises répondant aux critères suivants. Premièrement, un critère de durée. Deuxièmement, un critère des caractéristiques de la céphalée. Et troisièmement, les signes associés. Le critère de durée, parce que ce sont des crises qui durent de 4 à 72 heures. Ensuite, les caractéristiques de la céphalée, que sont la pulsatilité, l'unilatéralité, l'intensité modérée à sévère et l'aggravation par les activités physiques. Troisièmement, ces céphalées sont associées à l'un des signes suivants, on l'a vu dans l'énoncé, nausées, vomissements, photophonophobie. Je vous rappelle qu'elle devait, chaque fois qu'elle présentait des céphalées, s'allonger dans le noir et dans le silence complet. Réalisez-vous un scanner cérébral justifié? Non, on ne réalise pas de scanner cérébral. Je vous rappelle que le diagnostic de migraine typique est un diagnostic clinique. Vous devez pousser votre interrogatoire au maximum pour savoir si la patiente répond aux critères IHS. Si elle répond aux critères IHS, il n'y a pas besoin de réaliser d'examens complémentaires radiologiques car ils sont inutiles et coûteux. Les indications du scanner cérébral dans la migraine peuvent compléter votre réponse, vous permettre d'avoir des points supplémentaires. Je vous rappelle ces indications du scanner cérébral dans la migraine. C'est en cas d'aura ou de céphalée strictement unilatérale. Mila présentait des maux de tête qui étaient le plus souvent à droite, mais parfois à gauche. On réalisera aussi un scanner cérébral si l'aura est atypique. Une aura atypique, c'est une hémiparésie, une migraine basilaire, une ophtalmoplégie, des troubles psychiques, ou si elle présente des troubles sensoriels autres que visuels. De même, on réalisera un scanner si un migraineux connu se plaint d'une crise inhabituelle,
par sa durée ou son intensité, ou s'il présente une aggravation non expliquée de ces symptômes. Non expliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si globalement vous êtes en train de réviser pour le concours de l'internat, que vous dormez 4 heures par nuit et que vous avez plus de migraines, c'est normal. Si c'est un mois après l'internat, que vous êtes super bien classé, que vous êtes aux Bahamas au bord de la plage et que là vous avez plus de migraines, c'est pas normal et c'est à ce moment-là qu'il faudra l'explorer. De même, des céphalées de caractéristiques migraineuses débutant après l'âge de 40 ans sont synonymes de scanner cérébral. La stratégie thérapeutique, elle comprend 3 étapes. Premièrement, une étape essentielle d'éradication des facteurs déclenchants par des règles hygiéno-diététiques, les facteurs déclenchants pouvant être des facteurs de stress, des facteurs alimentaires, une prise d'alcool. Il faut systématiquement dire aux patients de réfléchir sur ces facteurs-là et savoir les éradiquer. Ensuite, on pourra proposer à la patiente un traitement de la crise, un traitement médicamenteux. Ce traitement est bien codifié dans la conférence de consensus, recommandant aux médecins de prescrire sur la même ordonnance un AINS et un triptan. On dira aux patients de prendre l'AINS dès le début de la crise, mais pas pendant l'aura. Si 2 heures plus tard, la crise n'est pas soulagée, il faudra avoir recours au triptan. Normalement, le triptan permet une amélioration de la crise, mais si la crise récidive, il pourra prendre un deuxième triptan au bout de 2 heures. Par contre, si le premier triptan ne permet pas de soulager la crise, il n'y a aucun intérêt à prendre un deuxième comprimé. N'oubliez pas les mesures permettant de soigner les facteurs associés, les manifestations associées comme les vomissements chez le patient migraineux. La 3e étape de ce traitement, à voir souvent dans un deuxième temps, c'est l'indication d'un traitement de fond. Ce traitement de fond qui pourra prévenir les crises s'il est adapté à la patiente. Les indications, c'est des indications de fréquence, souvent les patients qui font plus de 3 crises par mois ou qui ont un handicap socio-professionnel important, ou chez les patients qui vont surconsommer leur traitement de crise pendant le mois. Certaines molécules qu'on utilise, ça peut être les bêta-bloquants, ça c'est souvent indiqué chez la femme jeune, un peu neurotonique, qu'on a besoin de calmer un petit coup. Il faut la prévenir que ça va entraîner une fatigue, parfois un essoufflement lors de l'effort à l'introduction des bêta-bloquants. On peut aussi prescrire d'autres traitements, comme la dépakine par exemple, qui est elle aussi un antiépileptique indiqué en traitement prophylactique. Toujours préciser aux patients qu'on va introduire ce traitement de façon progressive, et de même l'arrêter de façon progressive, lui demander de tenir un calendrier des crises, en lui expliquant qu'il faudra attendre un délai de 3 mois environ avant de voir une efficacité de ce traitement et qu'il n'y a pas d'intérêt à modifier le traitement de fond avant ce délai. Vous proposez à Mila donc un traitement par triptan. Quelles en sont les contre-indications et que lui expliquez-vous? Les contre-indications des triptans, c'est assez facile. Il faut réfléchir sur la physiopathologie. La migraine, la céphalée migraineuse est entraînée par une vasodilatation au niveau cérébral. Donc les traitements qu'on va prescrire pendant la crise sont des traitements vasoconstricteurs. Les contre-indications de ces traitements vasoconstricteurs, comme les traitements, sont logiquement les pathologies cardiovasculaires ischémiques, l'hypertension artérielle si elle est sévère ou mal équilibrée, et pour ceux qui en savent un tout petit peu plus, le syndrome de Wolff-Parkinson-White. N'oubliez pas, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, c'est une erreur de ma part, de penser à l'allergie. C'est quelque chose de facile auquel on doit penser devant tout médicament. Autre contre-indication des triptans, c'est leur association aux dérivés de l'ergot de seigle, notamment. Ce qu'il faut expliquer à la patiente, il faut déjà la prévenir des possibilités des effets secondaires. Je vous rappelle, médicaments vasoconstricteurs, ça peut entraîner des sensations d'oppression thoracique, allant même parfois jusqu'à l'infarctus du myocarde. Vous devez prévenir, c'est médico-légal, vos malades. De même, il faudra lui expliquer que bien que c'est un traitement qu'elle prendra qu'en cas de crise, donc 1 fois, 2 fois, maximum 3 fois par mois,
il faut qu'elle signale à tout médecin qu'elle va rencontrer qu'elle prend ce traitement de manière occasionnelle pour éviter qu'il lui prescrive un médicament dont l'association est contre-indiquée. Grâce à votre prise en charge, Mila est soulagée. Elle revient 4 ans plus tard avec des maux de tête dont on vous précise dans l'énoncé que ça fait maintenant 2 semaines qu'elle a mal à la tête, donc une durée prolongée, que c'est quasi continu et que ces douleurs sont strictement localisées à gauche. 3 critères qui vont à l'encontre du diagnostic de récidive de sa migraine. Elle veut que vous lui prescriviez son traitement miracle et vous lui répondez non. Non, car il s'agit ici d'une modification de sa symptomatologie chez un migraineux connu avec une unilatéralité stricte, une céphalée qui se prolonge et dont l'intensité est anormale. 3 critères justifiant la réalisation d'une imagerie cérébrale urgente. Qui dit imagerie urgente dit le plus souvent un scanner cérébral sans injection, si possible secondairement avec injection de produits de contraste. L'IRM cérébral sera réservé en urgence au centre qui en dispose. Je vais vous donner donc une imagerie ici et vous demander vos hypothèses. Il faut d'abord l'interpréter. L'interpréter, c'est d'abord dire de quel type d'imagerie il s'agit. Ici, de manière logique, il s'agit d'un scanner. Je vous rappelle que le scanner donne une image où on voit très très bien les structures osseuses, tout autour. L'os apparaît bien épais. Il apparaît accolé au parenchyme cérébral qui, lui, a une définition moins bonne que dans l'IRM. On peut voir sur ce scanner cérébral injecté. Pourquoi on dit qu'il est injecté? Parce qu'on voit une prise de contraste au niveau des structures méningées et un petit peu au niveau des sillons, dans les petits vaisseaux qui circulent dans les sillons. Sur cette imagerie cérébrale injectée, on va voir une lésion ici. Cette lésion est unique, il n'y en a pas d'autre sur l'image qu'on vous propose. Sa localisation est pariétale gauche. Donc là, je vous rappelle que à votre gauche, vous voyez la droite et à votre droite, la gauche. Sur ces coupes où on voit bien les ventricules cérébraux, vous allez voir en avant le lobe frontal et en arrière le lobe pariétal. Cette lésion est donc clairement pariétale gauche. Si vous avez peur de vous gourer sur des images qui passent par les ventricules, vous pouvez dire fronto-pariétal. Ça vous rapportera quand même des points. Donc déjà, n'oubliez pas le côté. Pour décrire cette image, on voit très bien que cette image est en son centre hypodense. Hypodense, c'est quand c'est plus noir. Et je vous rappelle que le terme de densité est le terme consacré quand on est devant un scanner. Cette image est donc hypodense, hétérogène. Et après, donc, injection de produit de contraste, on voit bien, tout autour de la lésion, une prise de contraste, un rehaussement qui est annulaire, qui est épais, relativement irrégulier et qui réalise ce qu'on appelle une image en cocarde, mot-clé de cette interprétation de scanner. Autour de la lésion, vous voyez un halo hypodense qui correspond à l'œdème périlésionnel avec en regard un effacement des sillons corticaux. Il y a sur cette imagerie un effet de masse modéré sur le ventricule latéral qui le pousse un petit peu vers l'avant. Il n'y a par contre pas de déviation de la ligne médiane ou de signe d'engagement sous-falcoriel. Devant une image en cocarde, vos hypothèses, quelles sont-elles? Globalement, 3 choses à savoir évoquer. La tumeur cérébrale primitive. Je vous rappelle qu'il y en a 2 types qui vont donner des images en cocarde. La tumeur gliale de haut grade, soit l'astrocytome anaplasique, soit le glioblastome, ou le lymphome qu'on voit soit chez le sujet immunocompétent ou plus fréquemment chez l'immunodéprimé. Deuxième hypothèse, la métastase cérébrale, qu'on voit fréquemment dans des cancers pulmonaires, cancers du sein, mélanome, ou troisième hypothèse, l'hypothèse infectieuse,
avec l'abcès cérébral, soit pyogène qu'on peut voir chez un sujet immunocompétent, soit chez le sujet immunodéprimé à type de tuberculome, abcès de toxoplasmose ou cryptococome. Donc 3 hypothèses à avoir toujours en tête devant une image en cocarde. Chez cette patiente, la biopsie stéréotaxique retrouve un glioblastome. Question importante, maladie grave, potentiellement létale à plus ou moins court terme. Je vous rappelle que dans la question, l'item numéro 1 de l'ENC, on parle de la relation médecin-malade et de l'annonce d'une maladie grave. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse pour annoncer une maladie à pronostic sévère. Tout d'abord, préciser qu'il faut voir séparément le malade, sa famille, prendre du temps, disposer de tranquillité. Avant tout entretien, la dispensation d'une quelconque information, vous allez d'abord essayer de comprendre ce que le patient est capable d'entendre et d'assimiler et évaluer sa connaissance sur son état de santé. Vous verrez que certains patients ont déjà tout compris, finalement, et auront que des questions d'ordre pratique. D'autres seront dans un état de déni. Donc cette appréciation de la connaissance du malade est essentielle avant toute information. Vous allez ensuite, au cours de votre entretien, vous adapter à ces réactions et essayer de lui présenter dans le détail les investigations, la prise en charge thérapeutique et les mesures d'accompagnement et de soutien. J'insiste sur cette dernière partie car il nous paraît souvent évident qu'on va expliquer au malade les examens qu'on va lui faire, comment on va le traiter, mais souvent on oublie de lui dire qu'il y a un psychologue dans le service, une assistante sociale qui va pouvoir consulter. Et ça, dans la vraie vie, à l'ENC aussi, c'est très important. Ensuite, rappelez-vous qu'à chacune des étapes de cet entretien, il ne faut surtout pas imposer d'informations, mais plutôt susciter la demande du malade. Vérifiez bien sûr qu'il a bien compris l'information que vous lui avez donnée au cours de l'entretien initial, mais aussi au cours des différentes consultations. Et un mot-clé qui peut toujours servir, savoir faire preuve d'empathie au quotidien. Vous lui avez annoncé le diagnostic, elle vit maintenant avec ce diagnostic, vous avez mis en place des traitements. Elle revient vous consulter 2 mois plus tard car elle présente des épisodes de fourmillement qui débutent au niveau des doigts, qui s'étendent progressivement jusqu'au niveau de l'épaule, puis de la bouche. Ça s'installe brutalement, ça dure moins de 1 heure et c'est spontanément régressif. L'IRM cérébral vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de signe de récidive tumorale. Quel est votre diagnostic syndromique? Devant tout phénomène neurologique, d'apparition brutale et d'évolution ascendante, il faut savoir évoquer une crise comiciale, là ici partielle. Quand on dit partielle, c'est pas assez. Il faut dire si elle est simple ou complexe. Il n'y avait pas ici de rupture de contact, donc on est bien devant une crise partielle simple. Cette crise partielle, elle est sensitive, avec des fourmillements, mais ces fourmillements ont une marche particulière, ascendante, qu'on appelle marche jacksonienne, ou crise somatosensitive. Vous allez la traiter pour ces crises, ça fait partie du lot, ça peut se voir lié à une cicatrice chirurgicale ou à des petits séquelles au niveau local. Il y a la chirurgie, la chimiothérapie, aux différents traitements qui ont été mis en place. Mais la maladie va continuer à progresser, 1 année va s'écouler, elle se présente alors aux urgences avec des céphalées importantes qui apparaissent surtout en fin de nuit. Ce qui est en général logique la nuit, c'est qu'on dort. Et logiquement, on dort allongé. Donc ce sont des céphalées qui sont aggravées par le décubitus. Ces céphalées sont associées à des vomissements en jet, on ne vous le précise pas ici, mais souvent non précédés de nausées. Elle est par ailleurs confuse. Devant cette association clinique céphalée, vomissement, confusion, quel était le diagnostic à évoquer en urgence? C'est le diagnostic d'hypertension intracrânienne. Vous pouvez même émettre une hypothèse par rapport à cette hypertension intracrânienne, c'est le fait qu'elle est possiblement liée à une récidive tumorale. C'est le cas le plus fréquent chez ces patients atteints de tumeurs gliales de haut grade. Dans ce cas-là, il faut absolument réaliser une imagerie en urgence, un scanner cérébral sans injection
pour évaluer l'ampleur de la récidive tumorale et évaluer le risque d'engagement. La prise en charge thérapeutique, il faut maintenant vous mettre, vous êtes en D4. D4, ça veut dire que l'année prochaine, vous avez votre badge rouge, vous faites des gardes aux urgences. Il faut vous mettre dans la peau de l'interne des urgences. Qu'est-ce que vous faites au lit du malade? Au lit du malade, plusieurs choses. Premièrement, savoir décrocher son téléphone, prévenir le neurochirurgien à qui on va devoir demander son avis. Il faut essayer d'organiser un transfert au plus vite, mais votre prise en charge commence dès le lit du patient. Et pensez un premier geste qui a toute son importance à redresser le dossier du brancard. Patient arrive, il est allongé à plat, vous pouvez l'améliorer déjà en la mettant en position demi-assise. Ensuite, vous êtes devant une patiente confuse qui risque de se dégrader sur le plan de la conscience. Il faut penser à libérer les voies aériennes supérieures, évaluer le score de Glasgow et la nécessité d'une intubation ventilation assistée. Enfin, des mesures de mise en condition réanimatoire, monitoring, voie veineuse périphérique, savoir laisser la patiente à jeun s'il y a une chirurgie qui devrait être réalisée en urgence. Limiter les apports hydriques, on a potentiellement un œdème important autour d'une récidive tumorale, donc savoir mettre en place ces mesures anti-œdémateuses. Le traitement va être très rapidement médicamenteux, avec, je vous le rappelle, comme anti-œdémateux de choix, dans les tumeurs cérébrales, la corticothérapie, qui se fait par voie intraveineuse à forte dose en urgence. La surveillance est continue. Si elle ne l'est pas et qu'elle n'est pas notée dans votre dossier, c'est un 0 à la question, car il y a chez cette patiente un risque de engagement cérébral assez imminent. Je vous reprends cette prise en charge, une prise en charge dès les urgences, avec, je dirais même, 3 PMZ. J'ai été sympa sur cette question, j'en ai mis qu'un, mais la position demi-assise, la corticothérapie et la surveillance. Les points importants, vous voyez, c'est un dossier, comme on a l'habitude de le voir à l'ENC, un dossier qui commence chez un patient qui développe une certaine pathologie, qui va s'aggraver, présenter peut-être une autre pathologie, un diagnostic différentiel, puis les diverses complications de cette pathologie-là. Il faut bien connaître les différentes conférences de consensus, mais pas se laisser noyer par celle-ci. Je vous en recommande 2. Tout d'abord celle de 2002, sur la prise en charge de la migraine de l'adulte, tant sur son aspect diagnostique que thérapeutique. Deuxièmement, une conférence de consensus à connaître sur l'information des patients, comment annoncer une maladie grave, qui date de 2000. Il n'y a malheureusement pas encore de conférence de consensus sur les tumeurs intracrâniennes, mais vous devez en connaître les manifestations cliniques les plus importantes, la comitialité, l'hypertension intracrânienne, les céphalées. Vous devez connaître les armes thérapeutiques, mais pas les indications, et bien sûr leur aspect radiologique.